Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous d'ITV. C'est l'heure des informations qu'on vous y délivre proprement et sans fioriture. Voici la colonne vertébrale de ce journal. C'est les mois dans la police nationale, un des leurs a abrégé sa vie en plein cœur de Dakar. L'agent de police s'est procuré une paire de ciseaux auprès des tailleurs du marché Sandaga et a commencé à s'infliger des coups. Le sang a giclé de partout, il a perdu beaucoup de sang et a fini par s'effondrer. Il en est mort avant l'arrivée des secours. Selon immédiat.sn, Gabriel Basse souffrait de troubles psychiques. La police et les Sénégalais sont sous le choc. Un malheur n'arrive jamais seul. Les travailleurs du privé n'en feront certainement pas la fine bouche. La décision de revaloriser les traitements est sur le pipeline et sur le point d'être effective dans le contexte d'un monde difficile et des charges fixes qui augmentent. La nouvelle est bien accueillie. Les enseignants du moyen secondaire insatisfaits ont séché les cours ce mercredi. Ils sont entrés en grève pour exiger le paiement des indemnités qui leur sont dues au terme des examens. Les professeurs ont menacé de franchir un nouveau palier si on ne les suit pas. Les animaux sont nos meilleurs amis. Nous devons nous soucier de leur bien-être et de leur santé simplement parce que ça fait partie de la biodiversité et que ces animaux ont un instinct qu'il nous faut entendre et respecter. Dans ce journal, le bain arabe d'un chien pédicuré à l'occasion de la Journée internationale des animaux. Dans un petit instant, le développement des titres. C'est donc un choc immense pour l'institution policière du Sénégal. Un policier a mis fin à ses jours en mi-journée en plein cœur de Dakar, non loin du grand marché Sandaga. Gabriel Basse, c'est son nom, était relativement jeune. La trentaine, nous dit-on. Il était issu de la 44e promotion de l'École nationale de police. Il officiait à la compagnie de la circulation du commissariat central de Dakar. Selon des témoins, il s'est tué à l'aide d'une paire de ciseaux après être descendu d'un taxi. D'autres détails tout de suite dans ce reportage de Mafalfal et Alun Gueye. Sandaga, un marché connu pour son tumulte, est témoin ce mercredi d'une scène macabre. Un policier d'une trentaine d'années s'y est donné la mort. Ici, des témoins rembobinent le film. Selon le taximan, il voulait aller à Guédiawaye. À un moment donné, il a demandé qu'il lui amène sur Sandaga. Arrivé sur Sandaga, le taximan lui a demandé le prix du transport. Bon, il a demandé au taximan si vous avez un couteau. Tu vois, le taximan, surpris, il a dit non, moi je vous ai demandé le prix du transport. Il a dit, mais vous n'avez pas un couteau. Donc il a voulu descendre, le taximan a voulu fermer la porte et il est sorti de l'autre côté. Et le taximan, intelligent qu'il est, il est allé vers le rond-point voir les policiers et leur dit qu'il y a un de vos collègues qui vient de descendre dans ma voiture, mais au lieu de me donner le prix du transport, il m'a demandé un couteau. Tu vois, c'est là où l'irréparable s'est produit. Parce qu'entre-temps, il est rentré dans le marché, chez les tailleurs, il a pris une paire de ciseaux. Tu vois, il s'est donné deux, trois coups sur le cou. Et vous ne savez pas pourquoi il a mis fin à sa vie? Je ne sais pas exactement, mais parce que après cela, 5 minutes, 10 minutes après, il y a eu la police scientifique qui était là. Mais en tout cas, c'est vraiment un accident mortel. Les riverains sont toujours sous le choc. C'est la première fois de ma vie que j'assiste à une telle scène. C'était vraiment horrible. Le sang giclait de partout. C'est moi-même qui ai pris mon foulard pour le couvrir. Pendant ce temps, le taxi qui le transportait est tétanisé. Le chauffeur, entendu par les enquêteurs, ses motus et bouches cousues. Ici, les vendeurs évitent tout commentaire. Et dans cette actualité sociale assombrie, on signale également l'arrestation de 30 migrants candidats
Au départ, à la plage de Soumbédioune, selon les informations, les 30 personnes sont tombées sur une patrouille des éléments du commissariat de la Médina qui ont été informés de l'embarcation d'une pirogue depuis les côtes gambiennes. La pirogue contenait 10 Sénégalais et 20 Gambiens. La police nationale a sorti un communiqué confirmant la nouvelle et précisant que les malheureux candidats ont été interpellés vers 5 heures du matin en provenance de la Gambie et en partance vers l'Espagne. Une enquête est ouverte par la police de l'air et des frontières. Les salaires seront revalorisés dans le secteur privé. C'est une vieille revendication qui vient d'être satisfaite. La nouvelle sera certainement bien accueillie dans le contexte de réajustement des coûts de l'électricité au Sénégal, mais les syndicats en appellent aussi au patronat pour le respect strict de cette décision. Nous suivons tout de suite le reportage de Mamadou Bipa Sissoko. La décision est tombée mardi. Les salaires de tous travailleurs du secteur privé vont augmenter en début d'année. Une revendication des syndicats depuis de nombreuses années qui est ainsi satisfaite. C'est tous les secteurs d'activité qui dépendent du Code du travail. C'est les entreprises parapubliques, les entreprises privées qui dépendent du Code du travail sont visées. C'est le secteur privé qui est visé par cette hausse. Une vieille revendication qui était revenue depuis quelques années sur les cahiers de doléances des centrales syndicales et la coalition des centrales syndicales l'avait mis comme étant dans le cadre d'une plateforme minimale déposée auprès des autorités, auprès du patronat, pour qu'il y ait des négociations sur ça. Et je pense que ça fait plus d'1 an, 2 ans qu'on discute de cette plateforme. Plusieurs syndicats ont ratifié l'accord. En revanche, aux yeux du secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes, cette hausse de 5% et 8% selon la catégorie est insuffisante. Une augmentation de salaire n'est jamais suffisante, quel que soit le niveau auquel il est, parce qu'il dépend de beaucoup de facteurs. Vous pouvez rester pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans sans faire d'augmentation de salaire. Si l'on en juge par les dernières augmentations de salaire, nous pensons que c'est insuffisant. Vous avez vu ces derniers mois, ces derniers jours, il y a l'augmentation sur le prix de l'électricité, il y a certainement ces incidences sur les prix des denrées et sur les services. Donc voilà un peu ce qui fait que l'urgence, c'est réellement d'aller vers une finalisation aussi de ces négociations. Une autre revendication au profit du secteur public figure sur la liste des syndicats. Par ailleurs, le secteur public a une autre revendication similaire et beaucoup d'ailleurs plus importante parce qu'elle rentre carrément dans le cadre de la révision générale du système de rémunération des fonctionnaires. Et ça, c'est une négociation qui a été lancée depuis 1 an et sur laquelle nous devons nous battre maintenant pour la finaliser. Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2020. Toutes les entreprises privées sont tenues de la respecter, au risque de se heurter à l'inspection du travail. Et fortune diverse pour les enseignants du CUSEMS qui évoluent, eux, dans le public. Ils ont boudé les classes en décrétant quelques heures de grève. Ils réclament notamment de l'argent, des indemnités qui leur seraient dues à l'issue des examens. Les professeurs du moyen et du secondaire menacent d'ailleurs de franchir un nouveau cap dans la lutte. Voici le sujet de Mamadou Lamine Fati et Abdou Khadr Diouf. Finalement, ils l'ont fait. À 9 h, les enseignants sortent de classe pour respecter leur mot d'ordre de grève. Aujourd'hui, au niveau donc, du lycée et même au niveau de Dakar, Rufisque même, je crois qu'il n'y a pas cours donc, à partir de 9 h. Parce qu'en fait, comme donc, vous le savez, on a donc à signer des accords avec le gouvernement qui avait dit que donc, au plus tard, donc, le 30 novembre de chaque année, il va payer toutes les sommes dues donc, au niveau des enseignants. Je tiens également donc, à préciser que nous sommes les seuls fonctionnaires qui partent donc en mission et qui attendent 6 mois après leur dû. Je crois que ça, c'est donc des choses qui sont inadmissibles et inacceptables. C'est donc la raison pour laquelle le CUSEMS donc, de la région de Dakar et le SAEMS de Pékin et Diobaye donc ont décidé
d'aller donc en mouvement aujourd'hui donc à 9h et demain, il n'y aura pas de cours au niveau de la région de Dakar. En fait, c'est que vous savez, nous allons en grève le cœur meurtri parce qu'on n'aimerait pas aller en grève. Vous avez vu ici donc, les gosses sont donc en train donc de vadrouiller. Ils n'ont rien à faire. Et malheureusement, nous aussi, nous sommes des enseignants. J'ai donc arrêté donc de faire cours, mais je suis là. C'est pour dire qu'en fait, nous, on ne va pas en guerre parce que nous voulons aller donc en grève. Mais malheureusement, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Une situation désagréable qui pousse les enseignants du QSEMS à alerter. Malheureusement, si donc on regarde donc aujourd'hui, moi, donc aujourd'hui de 8h à 9h, j'ai fait cours dans une classe de 80 élèves. Alors que la norme, c'est 45 élèves. C'est pour dire qu'en fait, il y a de quoi pour pousser donc les populations à venir donc porter ensemble le combat que nous allons ensemble donc porter pour la défense de l'école publique. Parce que l'école est donc en train de mourir. Et malheureusement, nos gouvernants, pour eux, l'école n'est pas une priorité. Je sais que bientôt, donc, les bureaux, n'est-ce pas, donc, les différents syndicats du G6 vont se réunir pour donc, aller en grève. Et je crois que ça, c'est des choses qu'on doit donc éviter. Mais malheureusement, je crois que nous avons en face de nous des gens qui font donc la sourde oreille. Et malheureusement, on n'a pas le choix. Déjà, ils ont entamé leur premier jour de grève. Les enseignants du QSEMS de Guédiawaye sonnent la récréation, juste pour réclamer des indemnités liées aux examens. Et l'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, ressurgit dans ce brouhaha. Il avait pris sur lui d'observer une cure médiatique et est sorti de sa réserve et n'a pas pour cela noyé le poisson. En tant que maire de la commune de Pikine-Ouest, il a défendu la position que le marché aux poissons revienne de fait à la ville de Pikine en termes de gestion, déclaration faite au cours d'une cérémonie de pose de première pierre. On écoute sa déclaration au microphone de Mamadou Lamine Fati. Autorités locales, territoriales du département de Pikine qui, par ma voix, sollicitent le chef de l'État pour que le marché aux poissons soit sous la tutelle du département de Pikine, de la ville de Pikine. Parce qu'un marché aux poissons, on ne peut pas comprendre comment ce marché aux poissons aujourd'hui peut être sous la tutelle de la primature auparavant, aujourd'hui sous la tutelle du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Par la voix de tous les élus du département de Pikine, de tous les maires du département de Pikine, puisque aujourd'hui c'est un bijou ce marché aux poissons. Donc les maires de ce département souhaitent aujourd'hui que le marché aux poissons soit sous la tutelle de la ville de Pikine. C'est vrai que comment le marché était auparavant, nous avions voulu que ce marché-là soit rattaché à la primature pour beaucoup plus d'investissement au niveau du marché aux poissons. Aujourd'hui, nous avons un bijou qui doit revenir à la ville de Pikine, géré par la ville de Pikine et au bénéfice du département de Pikine. Les nouvelles vont vite et se diffusent comme une traînée de poudre. Elles ont fait accroire la fermeture définitive de la centrale à charbon de Bargny. Bien qu'elle soit à l'arrêt pour des défaillances techniques, la centrale controversée sera complètement supplantée par une autre qui fonctionnera au gaz pour les riverains. Cette évolution ne changera rien à la lutte qu'ils mènent depuis quelque temps. Nous allons suivre le sujet de Moustapha Gabar Diop ainsi que Cheikh Ougueye. Elles sont plus de 1000 femmes à gagner leur vie ici, au centre de transformation de poissons Khelcom à Bargny, à moins de 500 mètres de la centrale à charbon dont elles demandent la fermeture. Selon plusieurs médias, le président Macky Sall aurait annoncé la transformation de la centrale qui devrait maintenant opérer au gaz. Charbon et gaz, ça revient au même. Charbon ou gaz, ça revient au même, car les deux ont un impact sur l'environnement, sur l'économie, sur le foncier et bien sûr sur nous-mêmes qui habitons ici. Les femmes transformatrices, nous sommes juste côte à côte avec la centrale à charbon. Pour les femmes transformatrices qui sont juste en face de la centrale, ce n'est pas la nature du combustible qui va changer les choses. D'ailleurs, je pense qu'elles seront moins en sécurité avec le gaz, car même s'il est moins polluant, nous savons tous que le gaz peut exploser. Moins polluant, mais le risque gaz risque. Beaucoup d'habitants demandent le départ de la centrale et de toutes les autres industries pour le bien-être des populations. Les installations qui, selon elles, réduisent les terres de la commune qui auraient pu accueillir les familles victimes de l'érosion côtière. Ce n'est pas concevable qu'à chaque fois qu'il y a un projet industriel avec un impact sur l'environnement, on pense à l'implanter à Bargny. Il y a déjà le port minéral et fraquier, il y aura bientôt une usine de fer,
Et tout ça à Bargny. Tout ce que nous demandons au président de la République est d'annuler tous ces projets. On n'a que nos terres. Alors, on demande au chef de l'État de nous laisser ici. Parce que vraiment, on n'est pas pour l'installation de la centrale à charbon de Bargny. Suite aux différents problèmes techniques qu'elle a connus, la centrale à charbon de Bargny serait inopérationnelle depuis 5 mois. Occasion pour les populations de respirer un peu moins l'air pollué en espérant que cela soit définitif un jour. Le charbon n'a pas bonne presse, il pollue dangereusement l'environnement et ravage les écosystèmes. Il sera donc supplanté par le gaz, un combustible qui semble plus propre. Cette option fait pousser un ouf de soulagement bien sonore aux résidents de Bargny. On écoute à cet effet un spécialiste en efficience énergétique qui espère que cette crise va ouvrir désormais de nouvelles opportunités en termes d'énergie verte et d'écologie. Le spécialiste est interrogé par Eladj Malik Sissé. Les populations de Bargny ont pendant longtemps cherché à avoir une solution alternative à la centrale de charbon de Bargny. Maintenant, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que par rapport à l'engagement en termes d'environnement vert que le Sénégal a entrepris, c'est une option qui est favorable de pouvoir surseoir à cette centrale à charbon. Donc les populations de Bargny ne pourront que s'en féliciter en se disant que l'option aussi qui va être proposée va totalement être mieux pour l'environnement et pour, bien sûr, eux-mêmes. Moi, en tout cas, je la félicite, d'une part, et d'autre part, je pense que c'est quelque chose qui pourra davantage donner de nouvelles perspectives en termes d'énergie verte pour le Sénégal. Je pense que le déploiement d'une autre solution, on va dire énergétique, va nécessiter fortement des investissements et puis impliquer un certain nombre de créations d'emplois, ce qui pourra être favorable pour les jeunes qui habitent Bargny. Et nous restons dans ce secteur alambiqué pour signaler que la compagnie minière Teranga Gold Corporation, la société mère de la filiale sénégalaise Sabodala Gold, a racheté à la société aurifère Barrick la mine de Massawa, située dans la région de Kédougou à l'est. La contrepartie de cette transaction est chiffrée à 224 milliards de nos francs. Le directeur général de Sabodala Gold est ici au micro de Alioune Gueye. C'est un rachat gagnant-gagnant. Je vous ai dit, celui qui vend, lui, ce qu'il voulait, c'est que le projet soit développé de la manière la plus optimale. Bon, ça, c'est vraiment pour des besoins stratégiques, mais aussi de patriotisme vis-à-vis du Sénégal, où quand même Barrick est présent depuis longtemps. Ils verront ce projet développé de manière optimale le plus tôt possible. Mais aussi, quand même, ils vont encaisser quand même de l'argent et être même actionnaires dans la nouvelle société Teranga. Je vous dis qu'une partie du prix de cession, c'est des actions que Teranga va offrir à Barrick. Et Barrick sera actionnaire de Teranga à 11,45% à l'issue de cette transaction. Cette fusion est gagnant-gagnant pour l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, il gagne beaucoup. Déjà, la certitude de voir le projet de Massawa développé très rapidement, très tôt. La certitude de pouvoir accéder à des revenus non seulement immédiats, plus importants, et aussi préserver les emplois et voir ce projet développé, répondre à un des objectifs du plan Sénégal émergent. Donc, 100% gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes à l'issue de cette transaction. Et une petite piqûre de rappel pour mentionner que la Société sénégalaise d'immunologie, qui est l'étude du système immunitaire, est en congrès dans la capitale sénégalaise. C'est un rendez-vous d'échange et de partage consacré à l'analyse des nouveaux concepts et enjeux contemporains en relation avec la santé publique. Voici le sujet de Chersal. L'immunologie est la spécialité médicale consacrée au système immunitaire. Système complexe, composé de différents types de cellules et d'anticorps, celui-ci permet au corps de se protéger contre les infections et autres pathologies. Cependant, les concepts et enjeux en immunologie
préoccupe les acteurs. L'immunologie est le carrefour qui permet d'expliquer beaucoup de maladies dues à l'environnement. Vous imaginez que tous les toxiques que nous respirons peuvent intervenir, altérer notre immunologie. Vous imaginez que tous les parasites, tous les virus, tous les microbes que nous inhalons aussi contribuent aussi à la défaillance de notre système immunitaire. Mais malheureusement, défaillance qui finalement se termine par des maladies comme le cancer, des maladies comme le diabète et d'autres maladies aussi graves. Les maladies auto-immunes, elles aussi, sont dues à une réaction anormale du système immunitaire qui attaque l'organisme au lieu de le défendre. Les maladies auto-immunes, c'est nous-mêmes qui les fabriquons. Malheureusement, quand je dis c'est nous-mêmes, on peut prendre un toxique qui déclenche une réaction qui va faire que nous fabriquons des auto-anticorps qui vont détruire nos organes. L'environnement, ce que nous respirons, ce que nous mangeons, et tout cela existe normalement. Tous les jours, nous fabriquons des auto-anticorps qui ne créent pas de problème, qui ne déclenchent pas de maladie. Alors, la maladie survient quand notre organisme est affaibli. En ce moment, ces auto-anticorps peuvent se retourner pour détruire nos propres organes. Dans certains types de diabète, les cellules qui produisent l'insuline sont détruites par nos auto-anticorps nous-mêmes. Donc, et de jour en jour, on en découvre, malheureusement. Mais cela signifie tout simplement qu'il faut continuer à chercher, continuer à trouver des solutions pour soigner ces maladies auto-immunes. Les spécialistes en immunologie prennent en charge les personnes avec un déficit immunitaire ou celles ayant au contraire un système immunitaire très réactif. Le premier congrès international de la Société sénégalaise d'immunologie permet aux universitaires d'échanger et de définir l'implication de cette discipline sur la santé publique. La Poste du Sénégal a besoin d'une opération chirurgicale, on le voit avec le ministre de l'économie numérique et des télécommunications qui s'est frotté aux députés du peuple pour défendre le budget de son ministère arrêté à 17 milliards de nos francs. La ministre a ainsi avoué que la société, la Poste du Sénégal, est en grande difficulté et doit se reprogrammer pour ne pas mourir. On écoute ses aveux au micro de Cheikh Hassan Affan. L'entreprise ou la société qu'est la Poste a des difficultés. Et nous avons aujourd'hui la mise en place d'une commission chargée de réfléchir sur la structuration de la Poste. Et aujourd'hui, au niveau des dettes dont on parle, je pense qu'il y a une convention qui porte sur les dettes croisées qui a été signée entre la Poste et l'État du Sénégal. Donc c'est des solutions qui commencent à arriver. Maintenant, pour ce qui concerne la bancarisation, effectivement, le choix a été fait de faire de Poste Finance, qui est quand même un démembrement de la Poste, de faire une banque. Ce qu'il faut, je pense, et je le répète, c'est de faire le saut de la qualité. Et c'est ça qui est important. Ce qu'il faut, c'est quoi? À travers la qualité, assurer la compétitivité et se placer toujours devant. Le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. Les actualités internationales sont prises en charge ce soir par Tidiane Cissé. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mardi que son pays était prêt à envoyer des troupes en Libye. Ankara pourrait ainsi renforcer son appui militaire au gouvernement libyen d'union nationale de Fayez el-Sarraj. Pour justifier sa proposition, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait valoir un accord de coopération militaire et sécuritaire signé fin novembre lors d'une visite à Istanbul de Fayez el-Sarraj. Ces derniers mois, sans le reconnaître officiellement, les autorités turques ont multiplié les livraisons d'armes aux forces du gouvernement libyen d'union nationale, notamment des tanks et des drones armés. En octobre, un rapport confidentiel d'experts de l'ONU accusait la Turquie de violer l'embargo sur les armes imposé depuis 2011 à la Libye. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu hier une lettre d'invitation du président français Emmanuel Macron pour assister à la rencontre de Pau le 16 décembre. La lettre lui a été remise hier par Christophe Bigot, envoyé spécial de la France pour le Sahel.
Dans la lettre, le président français a précisé qu'il ne s'agit pas d'une convocation mais bien d'une invitation. Bamako a été irrité par le ton utilisé par le président français lors du sommet de l'OTAN pour inviter les pays du Sahel à clarifier leur position par rapport à la montée du sentiment anti-français grandissant dans la zone. Fin des régimes spéciaux, système universel à point, âge d'équilibre à 64 ans, le Premier ministre français Édouard Philippe a dévoilé aujourd'hui en détail le projet de réforme des retraites. Avec cette réforme, il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu, assure le Premier ministre français devant le Conseil économique, social et environnemental. Mais cette réforme ne convainc pas les syndicats. La CFDT et l'UNSAS dénoncent une ligne rouge franchie par le gouvernement français. Un peu d'affect et de bon sens dans ce monde qui s'emberlificote de jour en jour avec les animaux qui ont finalement un vrai instinct. Leur bien-être doit tous nous interpeller. Ce mercredi, c'est la journée dédiée aux droits des animaux qui font partie intégrante de la biodiversité. La rédaction d'ITV a saisi le prétexte pour les chatouiller un peu dans le sens du poil avec le sujet du toilettage pour chiens. Voici le portrait d'un préposé à la toilette canine dressé ici par Boubacar Dian ainsi que Mafalfal. Abdourahmane Ba vient de finir le toilettage de ce chien de race bichon. Son métier, Abdourahmane ne l'a appris d'aucune école. Bon, je l'ai appris ici au Sénégal. Ouais, je l'ai appris au Sénégal avec une Française qui était toiletteur aussi, lui aussi. Elle était basée au Sénégal. Elle a fait 3 ou 4 ans ici. Actuellement, elle est rentrée en France. Mais j'ai passé de bons moments avec lui. C'est elle qui m'a vraiment enseigné le toilettage. Même s'il a appris le métier sur le tas, Ba, comme l'appelle affectueusement son patron, a une bonne maîtrise de son travail. Laver les chiens, tout le monde peut le faire. Mais il y a un aspect plus professionnel, comme par exemple ces genres de taille. Bon, ça demande beaucoup plus d'attention au niveau des poils, au niveau du pot, des ongles, du brushing aussi. C'est pour cela, au fur et à mesure, plus qu'on lave des chiens, on a l'habitude, fur et à mesure, à un moment donné, j'ai attaqué les coupes, les tontes et tout ça. À force de côtoyer les chiens au quotidien, Abdourahmane a étudié leur comportement pour éviter tout risque de se faire mordre. Des fois, oui. Mais un métier, il faut l'aimer avant tout, quoi. Moi, mon problème avec les animaux, j'ai pas de problème avec les animaux. Mais des fois, on voit pas agressifs, mais si, par exemple, le chien a peur, elle va essayer d'utiliser sa bouche. Ou bien elle va essayer de voir un coin où se réfugier et tout ça. Mais c'est comme les êtres humains. Hein. C'est comme les êtres humains. Si un chien bien éduqué, il ne te mord pas si tu ne le blesses pas ou quelque chose comme ça. De confession musulmane, pratiquant, Abdourahmane est sûr des critiques vis-à-vis de sa profession, mais cela ne le rebute point. À chaque fois, il y a des gens qui disent que toucher les chiens, c'est pas bon. Si le chien te lèche, tu dois, je ne sais pas quoi. Mais j'ai demandé et redemandé aussi. Parce que ça fait un moment que je suis là. Presque 7 ou 8 ans comme ça. J'ai demandé des gars, ils m'ont dit, pour ça, il n'y a pas de problème. C'est ton boulot, j'ai dit oui. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème pour ça. Après les chiens, tu te laves proprement, comme on le dit. Tu fais tes prières. 8 ans aujourd'hui qu'Abdourahmane Ba exerce le métier de toiletteur pour chiens, une profession qui est souvent risquée à cause de l'agressivité des animaux qu'il côtoie au quotidien. Tout de même, Ba ne se voit pas faire autre que le toilettage pour chiens. La seule façon pour l'être humain de sauver sa peau, c'est le respect de la nature. Il faudra qu'on l'intériorise. C'est la fin de ce journal.
La météo, c'est dans un petit instant. Elle sera suivie des inspirations du professeur ce soir qui va nous parler de Marie Curie. Ensuite, Keno Askanui sera assuré par Khalifa Diakhaté. Merci donc de votre aimable attention et bonsoir.